Il est déjà en train de nous échapper. Troy Atlas, un objet venu d'une autre étoile, traverse le système solaire à toute vitesse, et nous ne savons presque rien de lui. Son noyau est invisible, dissimulé derrière une épaisse chevelure de gaz et de poussière. Sa taille exacte, mystère. Sa forme, inconnue. Sa rotation, impossible à déterminer. Dans quelques mois, il ne sera plus qu'un point perdu dans le noir interstellaire, et avec lui disparaîtra une archive de la formation d'un autre système lointain, quelque part dans la Voie lactée. Pourtant, nous savons étudier les comètes de près. En 2014, la mission Rosetta de l'Agence spatiale européenne a escorté 67P pendant des mois, révélant ses falaises, ses fissures, ses jets de gaz, jusqu'à y déposer un atterrisseur. Alors pourquoi n'avons-nous pas fait la même chose avec Troy Atlas ? Est-ce que c'est technologiquement impossible ou ne sommes-nous tout simplement pas prêts ? Aujourd'hui, on va explorer pourquoi intercepter un objet interstellaire est un défi presque insensé et les architectures de mission qui pourraient un jour transformer ces visiteurs fugitifs en véritable laboratoire du voyage interstellaire. On a presque tout tenté pour observer Troy Atlas. On a pointé vers lui Hubble, James Webb, des radiotélescopes, des sondes martiennes, un observatoire dédié aux exoplanètes, un autre conçu pour la cosmologie profonde. Presque tous les outils scientifiques dotés d'un miroir ou d'une antenne ont été sollicités. Et malgré cette mobilisation quasi planétaire, la moisson d'informations est bien maigre. On a pu caractériser la vitesse à laquelle il dégaze et quelques éléments de sa chimie. C'est remarquable, entendons-nous bien, mais on reste un peu sur notre faim. Aucune image rapprochée, aucun relief, aucun paysage de ce monde véritablement alien, un fragment formé autour d'une autre étoile, peut-être à des milliers d'années-lumière d'ici. Pour avoir ces images, il faudrait s'en rapprocher, de vraiment très près, et donc envoyer une sonde pour le survoler à quelques dizaines ou centaines de kilomètres. Ce n'est pas l'envie qui manque, mais l'exercice est diablement difficile. Comme tous les objets interstellaires, Troy Atlas est ultra rapide, et ce n'est pas un détail, c'est sa signature. S'il allait plus lentement, il serait capturé par le puits gravitationnel du Soleil. C'est sa très grande vitesse qui lui a permis de quitter son système d'origine et qui l'amène à traverser le nôtre sans s'arrêter. Seulement, pour rattraper un objet lancé à une telle vitesse, il faut être encore plus rapide que lui. C'est la première difficulté énorme d'une mission de survol d'un objet interstellaire. Il faut aller vite, plus vite qu'aucune sonde n'a jamais été, et patienter pendant des années avant de réaliser l'interception. Enfin ça, c'est la méthode brute. On essaye de le rattraper par derrière après qu'il soit passé près du Soleil. Cela équivaudrait à se lancer à la poursuite d'Atlas aujourd'hui, voire dans quelques années. Il est également possible d'être un petit peu plus subtil. Au lieu de lui courir après, on peut positionner une sonde en amont de son arrivée, pendant que l'objet se rapproche encore du Soleil et de la Terre, et qu'il fait donc une partie du travail pour nous. Ainsi, juste après la découverte d'Atlas, une équipe américaine a fait les calculs. Une interception aurait été possible au niveau de Jupiter, à condition que la sonde Juno abandonne sa mission et brûle l'intégralité de son carburant pour changer de trajectoire. Sacrifier une mission en cours pour une opportunité éphémère, pas une décision qu'on prend à la légère. Et surtout, il aurait fallu la prendre en quelques jours seulement. Cela illustre bien l'autre grosse difficulté que posent les objets interstellaires. On ne peut pas se préparer à leur arrivée. Ils surgissent sans prévenir depuis une direction aléatoire, et bien souvent on ne les détecte que quelques semaines ou mois avant qu'ils passent au plus près du Soleil. Les missions spatiales se préparent habituellement pendant des années, voire des décennies. Chaque décision d'architecture est soigneusement pesée et chaque instrument scientifique est pensé spécifiquement pour sa cible. Un processus impossible à conjuguer au tempo effréné d'un objet interstellaire. Aujourd'hui, on est donc en face d'une mission impossible, ou presque. On ne peut pas accélérer suffisamment pour attraper Oumuamua, Borisov ou Atlas, et on ne peut pas prépositionner une sonde au hasard en espérant qu'on aura de la chance. Enfin si, techniquement on peut. Et c'est même dans ces directions qu'on peut déjà trouver des propositions intéressantes. En théorie, avec une sonde toute petite et une fusée énorme, on peut atteindre les vitesses nécessaires pour rattraper un objet interstellaire. Pour avoir les marges nécessaires, il faut vraiment garder l'esprit ouvert. On parle d'une architecture où typiquement il faudrait utiliser le SLS, la plus puissante fusée du monde, pour lancer un CubeSat, une sonde de la taille d'une boîte à chaussures. Toute la puissance d'un lanceur géant pour envoyer quelques kilos d'électronique à une vitesse délirante. C'est un peu ridicule, mais sur le papier ça fonctionne. On doit pouvoir imprimer l'accélération nécessaire à la poursuite.
Qui dit SLS dit cependant que la mission coûterait 2 à 4 milliards de dollars au bas mot, ce qui a de quoi refroidir les ardeurs des plus enthousiastes. Sans doute le CubeSat le plus cher de l'histoire. L'option avait été étudiée à l'époque d'Oumuamua et elle est peut-être encore valable. L'avantage de la technique de la poursuite, c'est qu'on peut prendre un peu son temps, à condition d'accepter que l'interception ait lieu des années voire des décennies après le lancement. Une autre option consiste à accepter qu'on ne pourra pas simplement courir après Troy et Atlas, et qu'il faut donc être plus malin, et surtout plus patient. Le mois dernier, une équipe a proposé un scénario audacieux, intercepter l'objet avec un lancement autour de 2035 en exploitant une manœuvre d'Obers au plus près du Soleil. Le principe est simple mais contre-intuitif. On place d'abord le vaisseau sur une orbite elliptique très allongée autour du Soleil. Sur une telle orbite, la vitesse n'est pas constante, l'engin se déplace lentement au point le plus éloigné, mais lorsqu'il plonge vers le Soleil, au point le plus bas, le périhélie, sa vitesse devient vertigineuse. C'est précisément à cet instant qu'il faut allumer les moteurs. Brûler du carburant quand on va déjà très vite permet d'obtenir un gain d'énergie spectaculaire. Chaque kilogramme de poudre compte double. Avec cette technique et des propulseurs solides très puissants, il deviendrait théoriquement possible d'envoyer une sonde d'environ 500 kg vers Troy et Atlas. Un unique Starship Mark III suffirait au lancement. On est donc dans le domaine du techniquement possible. Mais les arbitrages sont vertigineux. Si on choisit un profil rapide, l'interception pourrait avoir lieu en une dizaine d'années, mais à 85 km par seconde. À cette vitesse, la rencontre serait un éclair, quelques images peut-être avant que l'objet ne disparaisse derrière la sonde. L'option plus lente réduirait la vitesse relative de la rencontre à environ 16 km par seconde, ce qui est beaucoup plus exploitable scientifiquement. Mais elle impose un voyage de près de 50 ans, avec une interception à plus de 700 unités astronomiques du Soleil, aux portes du nuage d'Oort interne. Les communications deviendraient extrêmement complexes, et les résultats n'arriveraient pas avant 2085. Cela signifie préparer aujourd'hui une mission dont personne ne verra les fruits avant 60 ans. À ce stade, la question n'est plus seulement technique, elle devient presque civilisationnelle. Sommes-nous capables d'investir dans une rencontre que seule une autre génération observera ? Dans le programme NIAC en 2021, une proposition encore plus audacieuse a émergé. Cette fois, on ne parle plus simplement d'optimiser des trajectoires ou de brûler du propergol au bon moment, on parle d'énergie nucléaire. Des chercheurs d'Ultrasafe Nuclear Corporation, oui c'est vraiment le nom de l'entreprise, ont imaginé un vaisseau capable non seulement d'intercepter un objet interstellaire, mais aussi de revenir. Et là on change complètement de dimension. Un retour d'échantillon depuis un visiteur venu d'un autre système planétaire, c'est tout simplement le Graal scientifique. Le concept repose sur ce qu'ils appellent une batterie nucléaire rechargeable. Ce n'est pas un RTG classique qui fournit une puissance faible mais continue grâce à la désintégration radioactive. Et ce n'est pas non plus un réacteur nucléaire traditionnel avec des barres de contrôle et une production thermique massive. On est entre les deux. Un système compact conçu pour délivrer une puissance beaucoup plus élevée à la demande, environ 30 fois plus qu'un RTG spatial classique, suffisant pour alimenter des moteurs électriques de forte puissance pendant de longues périodes. Avec une telle source d'énergie, un vaisseau d'environ 500 kg pourrait atteindre un delta-V proche de 100 km par seconde. C'est colossal. De quoi envisager un aller-retour vers des objets comme Oumuamua ou Borisov. Pour Troy et Atlas en revanche, ce serait probablement un peu trop juste. Mais on est déjà dans un régime où l'interception ne serait plus un simple survol éclair, mais une mission complète, avec capture d'échantillons et retour vers la Terre. Et là, le défi change encore une fois de nature. La technologie proposée par Ultrasafe peut-elle réellement être développée ? Est-on prêt à accepter les risques du nucléaire contre la promesse d'un précieux échantillon et d'une étude longue d'un objet venu d'ailleurs ? Voilà donc pour la méthode brute, courir après ces visiteurs interstellaires avec toujours plus d'énergie et toujours plus de complexité. Reste l'autre approche, beaucoup plus sobre, une interception opportuniste au petit bonheur la chance. Pas besoin de lanceur géant ni de propulsion nucléaire, l'idée est plus simple, être déjà là, prêt à réagir au moment opportun. Le projet le plus avancé dans cette logique est sans doute Comet Interceptor, une mission de l'ESA. Comme son nom l'indique, elle est conçue pour intercepter une comète, mais son architecture la rend particulièrement intéressante pour des objets interstellaires. La sonde sera placée au point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre, à environ 1,5 million de kilomètres de nous. Elle restera en attente, en veille.
Si une comète à longue période, ou mieux, un objet interstellaire est détecté avec une trajectoire compatible, et que la sonde dispose du ΔV nécessaire, elle pourra être envoyée à sa rencontre. L'avantage est évident, pas besoin de poursuite sur des centaines d'unités astronomiques. La rencontre aura lieu relativement près de la Terre dans un délai court avec des vitesses plus raisonnables. C'est une nouvelle philosophie de mission, entièrement opportuniste. On construit et on lance une sonde sans connaître sa cible, on accepte donc l'incertitude. Bon, cette approche, elle a aussi ses limites. La sonde ne patientera qu'environ 3 ans. Si aucune cible intéressante ne se présente durant cette fenêtre, la mission pourrait se transformer en occasion manquée. Et même si une opportunité apparaît, il est probable que l'ESA privilégie une comète du système solaire plutôt qu'un objet interstellaire, ce qui ne répondrait pas directement à notre objectif. Cela dit, c'est une manière élégante de contourner l'un des plus grands obstacles, les délais. On réduit drastiquement le temps entre la découverte et l'interception, on accepte de ne pas tout contrôler, et on se prépare à l'inattendu. Et peut-être que, le jour où un nouveau visiteur interstellaire surgira, nous ne serons pas totalement pris de court. Dans la même logique opportuniste, il existe également une autre solution qui prend la poussière. La NASA a récemment placé en stockage sécurisé 2 petites sondes de la mission Janus. Elles devaient initialement explorer des astéroïdes mais ont manqué leur fenêtre de tir. Résultat, 2 engins entièrement construits, dotés d'instruments scientifiques calibrés pour l'étude des petits corps, et aujourd'hui sensibles. Pour certains chercheurs, c'est presque frustrant, car sur le papier, Janus ressemble à l'intercepteur parfait. Des sondes légères, déjà prêtes, capables d'être adaptées à une mission de survol rapide. Plutôt que de concevoir une architecture entièrement nouvelle, pourquoi ne pas les garder en réserve pour le prochain visiteur interstellaire ? On pourrait même aller plus loin, associer ces sondes à un lanceur lui aussi en attente, une Falcon 9 par exemple, intégrée dans un dispositif de lancement réactif. En cas de détection d'un objet stellaire intéressant, le tir pourrait être organisé en quelques semaines seulement. C'est plus ambitieux que l'approche Comet Interceptor, mais pas irréaliste. Les opérateurs de lanceurs travaillent déjà sur ces logiques de réactivité pour des missions de défense. La capacité existe, il s'agirait simplement de l'orienter vers la science. Ce serait une manière pragmatique de transformer un échec de calendrier en opportunité. On pourrait ainsi comparer Janus à une flèche déjà encochée sur un arc, prête à être tirée dès que l'occasion se présente. Intercepter un objet interstellaire n'est donc plus complètement du domaine de l'impossible. Les solutions existent. Elles ne sont ni simples, ni bon marché, ni garanties de succès, mais elles sont physiquement crédibles. Courir après ces visiteurs à des vitesses vertigineuses, plonger vers le soleil pour exploiter la mécanique céleste, ou se prépositionner et accepter une part de hasard. Oui, cela coûtera cher, oui, cela prendra du temps, peut-être même que certaines tentatives échoueront. Mais le jeu en vaut la chandelle, car c'est sans doute l'expérience la plus proche d'un véritable voyage interstellaire que nous verrons de notre vivant. Imaginez contempler en haute définition les reliefs d'un monde formé autour d'une autre étoile, à des années-lumière d'ici, et qui n'a fait que traverser fugitivement notre voisinage. Même s'il faut attendre 20 ans, c'est un spectacle auquel j'aimerais réellement pouvoir assister. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo spéciale abonnée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous attends en commentaire si vous souhaitez partager vos questions et vos remarques. Vous trouverez les sources et nos réseaux sociaux en description, on se donne rendez-vous mardi prochain avec Hugo, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.